Alors, il faut vraiment s'imaginer la scène suivante. C'est un peu comme entrer dans un immense magasin de bricolage industriel, mais en ayant les yeux bandés. Ouais, je vois très bien l'image, c'est plutôt angoissant, hein. Bah carrément, hein. On marche dans les allées, on entend le bourdonnement des machines partout, on sait très bien qu'il y a des rayons entiers remplis de marteaux pneumatiques, de perceuses à percussion ou de scies ultramodernes. Absolument, on a tout à disposition. Voilà. Sauf que au moment où on a simplement besoin d'accrocher un pauvre petit cadre au mur, on est incapable de savoir quel outil choisir. Ni même comment l'allumer, en fait. C'est exactement ça. Et naviguer dans le paysage explosif de l'intelligence artificielle générative en cette année 2026, c'est exactement cette sensation-là. Une vraie paralysie face à l'abondance. On est entouré d'outils surpuissants, mais la confusion est totale. C'est clair. Le vertige technologique qu'on ressent en ce moment, il vient d'une erreur d'approche qui est très répandue, en fait. On continue tous de chercher le fameux couteau suisse parfait. Le truc qui fait tout, quoi. Exactement. Or, l'écosystème de l'IA aujourd'hui, il fonctionne plus du tout comme ça. Si on essaye d'utiliser, je sais pas, un seul modèle de langage pour à la fois rédiger un email, analyser une grosse base de données financières et générer une vidéo de formation, Ça va coincer. le résultat sera au mieux médiocre et au pire complètement faux. On est vraiment passé d'une ère d'expérimentation un peu généraliste à une ère d'hyper-spécialisation. Et du coup, c'est là tout l'enjeu de notre plongée d'aujourd'hui. Pour essayer de dissiper un peu ce brouillard, on va s'appuyer sur un travail de cartographie qui est assez remarquable. C'est un guide conçu par Jérôme Yavaron, Oui, un très bon formateur spécialisé. c'est ça. Et il a pris le temps d'organiser ce fameux grand magasin de bricolage, mais vraiment rayon par rayon. L'idée ici, c'est pas du tout de faire un inventaire super barbant ou de s'étouffer avec du jargon technique. L'objectif, c'est de comprendre la mécanique. Tout à fait. C'est-à-dire comment ça marche sous le capot, à quoi ça sert concrètement dans le quotidien et surtout à qui ça s'adresse vraiment. La clé de lecture de ce paysage, en fait, c'est le cas d'usage. Comprendre la technologie, ça suffit plus. Faut vraiment comprendre le problème précis qu'elle est censée résoudre. Ouais, chaque besoin a son outil en somme. Voilà, chaque besoin professionnel a désormais son architecture logicielle dédiée, vraiment optimisée pour une tâche bien singulière. Bon, alors commençons par la porte d'entrée la plus évidente, les assistants conversationnels. C'est nos compagnons de tous les jours. Mais là, faut qu'on crève l'abcès tout de suite. Allez-y, je vous écoute. Quand on regarde les grands noms actuels, genre Gemini, Claude, ChatGPT, Grok, franchement, est-ce qu'on nous vend pas juste le même moteur avec une carrosserie d'une couleur différente? En fin de compte, l'interface, c'est toujours une simple boîte de dialogue où on tape du texte. Ah, je m'y attendais à celle-là. Mais en fait, l'interface minimaliste, elle est super trompeuse. Sous cette petite boîte de dialogue toute bête, les architectures et les capacités sont radicalement différentes. Ah ouais, hein. Genre, c'est pas juste du marketing, hein. Pas du tout. Prenons Gemini de Google par exemple. Sa véritable force, c'est pas tellement sa capacité à faire un brin de Cosette, c'est plutôt sa fenêtre de contexte d'1 million de tokens, et surtout, son intégration native. Attendez, on va s'arrêter 2 secondes sur ce million de tokens, parce que c'est un mot qu'on entend tout le temps. Si on traduit ça pour un usage quotidien, ça change quoi de passer d'un modèle classique à un modèle avec une mémoire à court terme aussi immense? Pour faire simple, un token, ça correspond grosso modo à une syllabe ou un mot. Donc, 1 million de tokens, ça veut dire qu'on peut littéralement lui glisser l'équivalent d'une dizaine de livres d'un coup. Ah oui, quand même. Ou même l'intégralité des rapports financiers d'une grosse boîte sur les 5 dernières années. Le tout dans une seule et même requête. La machine, elle va garder en tête toute cette masse de données en simultané pour l'analyser. C'est énorme. Et le vrai plus, c'est que Gemini est câblé nativement avec tout l'univers Google, donc Docs, Sheets et même leur générateur d'images et de vidéos Veo 3. Du coup, ça crée un écosystème fermé qui est redoutable. Donc si je comprends bien, on peut lui demander une analyse de données qui va directement se formater dans un fichier Excel, enfin un tableur Google quoi. C'est ça. Puis, générer un graphique, puis enchaîner sur une vidéo explicative, tout ça sans jamais quitter votre fenêtre Google. Ok, d'accord. Donc Gemini, c'est un peu la pieuvre de la productivité bureautique. Mais alors, pourquoi on irait se tourner vers Claude, le modèle d'Anthropic? Il est souvent présenté comme l'outil des vrais pros exigeants, mais techniquement, qu'est-ce qu'il a de plus? La différence avec Claude, elle se joue vraiment sur la connectivité au monde extérieur, notamment avec ce qu'on appelle les connecteurs MCP. Les fameux modèles contexte protocole, c'est ça. Exactement. Au lieu d'obliger la personne à faire des copier-coller interminables de ses fichiers vers la boîte de dialogue, le protocole MCP crée un pont direct et sécurisé entre l'IA et les fichiers de votre ordinateur. Genre, il va fouiller dans mon disque dur. Avec votre autorisation, oui.
Ou dans les bases de données de l'entreprise. Claude peut aller lire de lui-même un gros fichier Excel hyper complexe, le comprendre, le modifier, ou même interagir directement avec PowerPoint pour vous structurer une présentation. On n'est plus du tout dans le simple chat, on est dans l'action directe sur les outils de travail. Attendez. Si on crée un pont direct entre l'IA et les fichiers internes d'une boîte, ça soulève un problème de sécurité qui est juste massif, non? Ah bah c'est la grande question. Bah oui. Imaginez, si je demande à un modèle public d'analyser les projections financières ultra confidentielles du prochain trimestre. Techniquement, je suis en train d'envoyer ces données direct sur les serveurs d'une boîte américaine. Ils pourraient s'en servir pour entraîner leur futur modèle. C'est le cauchemar absolu pour un directeur informatique. Et vous touchez exactement le point sensible. C'est précisément pour cette raison que des acteurs comme Mistral ou QNChat sont devenus carrément incontournables aujourd'hui. Ah, la réponse européenne. Voilà, Mistral, ça répond de front à ce cauchemar de sécurité. C'est une solution européenne qui va garantir la souveraineté des données et le respect ultra strict du RGPD. Pour une banque, un hôpital ou, je sais pas, un ministère, C'est la seule option. c'est la seule option viable, oui, si on veut déployer l'IA sans balancer ses secrets industriels ou médicaux dans la nature. Et de son côté, on a QNChat, développé par Alibaba, qui joue une autre carte stratégique, l'open source. Et j'imagine que l'avantage de l'open source ici, c'est pas juste le fait que ce soit gratuit, c'est surtout de pouvoir prendre le moteur, le sortir chez Alibaba et de l'installer bien au chaud sur ses propres serveurs dans la cave de son entreprise. C'est l'essence même de l'open source. On peut auditer le code de A à Z, on le modifie, on lui apprend le jargon spécifique de son métier et surtout, on le fait tourner en circuit fermé. Rien ne sort. Les données ne sortent littéralement jamais du bâtiment. Donc pour résumer, on a un paysage super fragmenté, Gemini pour les accros à Google, Claude pour la manipulation complexe avec MCP, on a ChatGPT et Grok pour le côté polyvalent ou gratuit, et Mistral ou Qwen quand on veut une sécurité à un contrôle absolu. Ok, le rayon des assistants est super clair. Mais bon, discuter, faire des petits résumés, c'est sympa. Sauf que, on connaît tous le grand défaut de ces chatbots. Ils ont cette fâcheuse tendance à mentir avec un aplomb qui est juste terrifiant. Les fameuses hallucinations. Voilà, quand on a besoin d'une précision chirurgicale sur un dossier, la conversation, elle montre très vite ses limites. Comment le marché a fait pour résoudre ce problème de l'IA qui invente complètement des faits? En fait, la solution technologique, ça a été de séparer la capacité de bien parler de la base de connaissances réelles. Et c'est ça qui a donné naissance à toute la catégorie des outils documentaires et de recherche. Les outils comme Perplexity ou Notebook LM de Google? C'est ça. Là, l'architecture interne change du tout au tout. Au lieu de demander à l'IA de fouiller dans sa propre mémoire un peu floue, celle de son entraînement d'origine, on l'oblige à utiliser un moteur de recherche externe. Et surtout, à citer ses sources. Donc, pour reprendre notre métaphore du début, Perplexity, ce serait un peu le bibliothécaire ultra rigoureux du magasin. Si on lui pose une question hyper pointue sur, je sais pas, la jurisprudence ou la recherche médicale, il va pas nous broder une réponse au pif. Ah non, surtout pas. Il va vraiment aller chercher les documents en temps réel, les poser sur la table et mettre des notes de bas de page avec les liens exacts pour prouver ce qu'il avance. Exactement. Et le mécanisme technique qui permet de faire ça, et qui est vraiment poussé à l'extrême par un outil comme Notebook LM, c'est le RAG, le Retrieval Augmented Generation. Et en français facile, ça donne quoi? Pour faire simple avec Notebook LM, c'est comme si on créait un coffre-fort virtuel. On vient y déposer nos propres documents. Ça peut être des centaines de PDF, des notes de réunion, des bouquins entiers. Ok, on le nourrit. Voilà. Et à partir de là, l'IA n'a plus du tout accès à Internet. Son univers tout entier, il s'arrête au mur de ce coffre-fort. Donc, si on lui pose une question et que la réponse ne s'y trouve pas, son code l'oblige à répondre « je ne sais pas ». Au lieu d'inventer un truc absurde. C'est ça. L'hallucination est mathématiquement neutralisée. C'est quand même fascinant d'avoir enfin un outil tech qui admet son ignorance. C'est rare, hein? Mais au-delà de la simple recherche, il y a une fonctionnalité de Notebook LM dont tout le monde parle en ce moment. C'est cette capacité à transformer des données hyper arides en podcasts audio générés en un seul clic. Oui, la fameuse fonction audio. Franchement, sur le papier, ça ressemble un peu à un gadget pour faire le buzz. Est-ce que c'est vraiment utile dans la vraie vie professionnelle? Alors, ça paraît gadget, mais le vrai problème que ça résout, c'est la charge cognitive. Pensez au monde de l'entreprise aujourd'hui. L'information, elle passe par des mémos de 50 pages ou des rapports indigestes que personne n'a le temps de lire jusqu'au bout. C'est vrai.
On lit tous en diagonale. Convertir ces blocs de texte en une discussion audio à deux voix, structurée un peu comme une émission de radio, ça change radicalement la façon dont on consomme le savoir. C'est plus digeste. Complètement. Un cadre peut très bien ingérer la synthèse d'un gros dossier d'acquisition pendant qu'il est dans les bouchons. Ou un étudiant en médecine peut réviser ses cours d'anatomie en faisant son footing. En fait, on optimise le temps de cerveau disponible. Ouais, je vois. Ce qui nous amène à une question super centrale. On vient de voir comment analyser les données avec les assistants, comment les vérifier pour pas dire de bêtises avec les outils documentaires. Mais la finalité de tout ça, de tout travail, c'est d'être communiqué aux autres. Et la transmission, oui. Et en 2026, on va pas se mentir, envoyer un gros bloc de texte noir sur fond blanc, c'est le meilleur moyen que ce soit ignoré direct. C'est là qu'interviennent les générateurs multimédia. Sauf que, là encore, je demande à être convaincu. Vos inquiétudes sur la vidéo, oui. Quand je vois les avatars générés par IA qui pullulent sur les réseaux sociaux avec leurs mouvements hyper saccadés, leur voix sans aucune émotion, ça fait un peu froid dans le dos. Ça ressemble plus à une mode passagère qu'à un vrai outil pro. Je comprends tout à fait, mais il faut vraiment dissocier les petits outils grand public pour TikTok ou Instagram des vraies solutions B2B de niveau professionnel. Sur le marché de l'entreprise, une plateforme comme HeyGen, elle vend pas du buzz du tout. Elle vend quoi alors ? Elle vend de la scalabilité pour la formation interne. La techno qui tourne derrière HeyGen, c'est pas juste un filtre qui colle une image sur une piste audio. Elle va cartographier phonétiquement le discours pour recréer la musculature du visage de l'avatar. Ah ouais, carrément la musculature ? Oui, pour assurer une synchronisation labiale qui est absolument parfaite. Concrètement, mettons qu'on prenne l'exemple d'une grosse multinationale. Ils doivent déployer un tout nouveau protocole de sécurité dans leurs usines pour genre 60 000 employés répartis dans 30 pays différents. Avant l'IA, c'était une horreur à organiser. Bah oui, c'était d'une lourdeur infinie. Il fallait louer un studio de tournage, engager un vrai comédien, tourner la vidéo de base en anglais, et après, il fallait payer des studios de doublage pour faire les versions en mandarin, en espagnol, en allemand. Et ça coûtait une fortune. Une fortune, et surtout, le résultat final était souvent mauvais. Il y avait toujours ce vieux décalage désagréable entre le mouvement des lèvres et le son, un peu comme dans les vieux films mal doublés. Ça détruit l'attention. C'est clair. Et donc, avec la génération vidéo d'aujourd'hui, ça se passe comment ? Le formateur, il s'enregistre devant sa webcam une seule fois, en français par exemple. L'IA va cloner sa voix à l'identique, elle va traduire le discours dans les 30 langues requises avec la bonne intonation, et surtout, elle va modifier l'image de la vidéo d'origine pour que les lèvres du formateur prononcent parfaitement le mandarin ou l'allemand. Waouh ! Le retour sur investissement pour un service RH, il est instantané. Et j'imagine que sur le volet purement audio, on a suivi la même progression fulgurante si on regarde des outils comme Minimax. On est très loin de la vieille voix monocorde du GPS qui nous disait de tourner à droite il y a 10 ans. Ah, ça n'a plus rien à voir. La synthèse vocale moderne, elle modélise les micro-respirations. Elle gère les petites hésitations subtiles, l'impact émotionnel d'un point d'exclamation ou d'interrogation. C'est du jeu d'acteur, quoi. C'est ça. Des outils comme Minimax, ils intègrent un support multilingue hyper avancé, qui comprend le contexte de la phrase pour adapter le rythme. Genre, si la phrase annonce une mauvaise nouvelle financière, le ton va s'adapter et devenir plus grave. C'est bluffant. Cette capacité à mettre de l'intentionnalité dans un son généré par une machine, ça change absolument tout pour la création de livres audio, les modules d'e-learning ou même les services clients téléphoniques. Très bien. On arrive à la dernière frontière de ce paysage de 2026. Et franchement, c'est de loin la plus vertigineuse. Ah, les bâtisseurs! Ouais. Jusqu'ici, l'IA, elle nous aidait à faire nos tâches. Elle résumait, elle cherchait, elle traduisait. Mais la catégorie des bâtisseurs autonomes, qui est axée sur le développement logiciel, ça introduit un changement de paradigme assez brutal. C'est le grand basculement. La machine ne nous aide plus à faire. Elle fait à notre place. Et ça passe par ce concept hyper fascinant qu'on trouve dans le guide de Jérôme Yavarone, le fameux vibe coding. J'adore cette expression, elle capture vraiment l'essence de la révolution au cours. Historiquement, le développement informatique, ça exigeait une syntaxe absolument parfaite. Un simple point-virgule oublié, et c'est tout le programme qui crache. La bête noire des codeurs. Voilà. Et le vibe coding, ça remplace cette exigence de syntaxe par une exigence sémantique. L'analogie qui me vient tout de suite en tête, c'est celle du chef d'orchestre symphonique. Avant, pour créer une application, il fallait jouer de chaque instrument soi-même, frapper chaque ligne de code laborieusement sur le clavier. Ce qui prenait des mois. Et avec le vibe coding, on touche plus du tout aux instruments, on monte sur l'estrade, on utilise le langage naturel pour juste donner la direction. On donne l'intention globale de l'interface, les fonctionnalités qu'on veut, et c'est l'orchestre, donc l'IA,
qui écrit la partition et l'exécute en direct. C'est une excellente métaphore. Des outils comme Lovable ou V0, ils permettent aujourd'hui à des novices complets de générer des interfaces web super complexes, genre en React, juste en décrivant avec des mots ce qu'ils veulent voir à l'écran. Mais V0, par exemple, ça va encore plus loin que du texte, non? Ah oui, V0 c'est fou. Vous pouvez dessiner votre idée d'interface grossièrement sur une nappe en papier au resto, vous la prenez en photo avec votre téléphone, et paf, la machine génère le code structuré, prêt à être mis en ligne. La barrière technique à l'entrée pour créer un logiciel, elle a quasi disparu pour les premières étapes. Mais attendez, là je mets le doigt sur le problème géant qui se cache derrière cette magie. Mettons, je suis une directrice marketing. J'ai jamais appris à coder de ma vie, j'utilise Lovable pour me générer une application métier hyper complexe de 10 000 lignes de code. Ok, C'est génial, le premier jour, ça marche du tonnerre. Mais le deuxième jour, il y a un bug de sécurité où l'appli crache complètement. Je me retrouve face à un mur de hiéroglyphes que je suis bien incapable de lire. Comment je fais pour réparer une machine que j'ai pas construite? c'est la limite inhérente du vibe coding pour les profils non techniques. Et c'est exactement pour ça que les développeurs professionnels sont pas du tout au chômage, bien au contraire. Pour gérer ce genre de système complexe, l'écosystème s'appuie maintenant sur ce qu'on appelle les agents IA. C'est le sommet de la pyramide. Et un agent IA, par opposition à un chatbot classique qui donne juste du texte à l'écran, ça marche comment dans la vraie vie? La différence fondamentale, elle est dans l'autonomie et l'accès aux commandes. Quand on utilise un environnement comme Claude Code ou des plateformes open source comme OpenSclaw, on ne demande pas à l'IA de juste nous suggérer une idée de correction. Elle fait plus que conseiller. L'agent IA, il a carrément accès au terminal de l'ordinateur. Si l'application de notre directrice marketing crash, l'agent va aller lire tout seul les journaux d'erreur, il va identifier la ligne de code qui pose problème, écrire le correctif, le tester de manière autonome dans un bac à sable sécurisé, et si ça marche, il déploie la mise à jour en production. C'est dingue. C'est une boucle d'action totalement fermée. L'IA écrit le code, elle constate que son propre code bug, elle comprend pourquoi et elle se corrige toute seule. C'est exactement ça. Et on a des plateformes d'automatisation, comme N8 par exemple, qui permettent de connecter ces agents à des centaines de logiciels différents. Ça devient un employé virtuel en fait. Totalement. L'agent IA devient un employé numérique qui navigue dans l'infrastructure de la boîte. Il lit les bases de données, il exécute du code, il résout des problèmes, avec une supervision humaine qui diminue de jour en jour. On lui donne plus du tout des instructions étape par étape, on lui donne juste l'objectif final. Et il trouve son chemin tout seul. Waouh. Bon, prenons 2 secondes de recul pour digérer tout ça. Si on regarde la carte complète de ce paysage tech de 2026, le maître mot, ça reste l'adéquation. Absolument. On déploie les outils documentaires avec leur techno-RAG pour de l'information fiable sans hallucination. C'est ça. On utilise la génération multimédia pour passer à l'échelle sur la communication. Et enfin, on laisse les agents autonomes construire et réparer les fondations logicielles. Et en maîtrisant cette chaîne de valeur, en comprenant comment chaque étape fonctionne, plutôt que de juste empiler des abonnements logiciels au hasard, on débloque un niveau de productivité qui était juste impensable il y a 2 ou 3 ans. Ce qui d'ailleurs soulève une réflexion finale absolument vertigineuse sur notre propre place dans tout ça. Avec l'émergence de ces agents IA qui écrivent et testent du code tout seuls, et ces outils de création qui répondent au moindre de nos mots, on est clairement en train de déléguer l'acte même de construire. La technique pure est aspirée par la machine. Exactement. L'exécution laborieuse, la syntaxe hyper stricte, la synthèse des documents, tout ça c'est absorbé. Mais du coup, si la technique n'est plus un goulot d'étranglement, ça veut dire que la compétence humaine la plus précieuse et la mieux payée de demain, ça sera plus du tout notre savoir-faire technique. Ça change la donne pour l'emploi. Complètement. Ce qui fera notre valeur dans ce nouveau monde, ce sera notre empathie pour comprendre les vrais besoins des gens. Ce sera notre capacité à formuler une vision hyper précise. Et surtout, notre esprit critique viscéral face aux résultats générés par ces agents. En gros, si la machine est devenue le grand bâtisseur infaillible, le seul rôle qui compte encore, c'est celui de l'architecte. Celui qui a la vision. Celui qui a l'audace, ou peut-être la folie, d'imaginer les plans. De quoi donner pas mal de matière à réflexion pour ceux qui écoutent.